Du sang sur la neige, de Bruno Baudard. Le Montana est le pays où le whisky gèle et peut servir de presse-papier une bonne partie de l'année. Jack London. La nuit commençait à tomber. Au loin, on pouvait apercevoir des lumières clignoter, ce qui n'augurait rien de bon. J'avais du mal à garder ma voiture sur la route. Un mètre de neige entassé sur les embruns qui la bordaient de chaque côté. Il fallait faire attention. Avoir un accident, et c'était la galère assurée. Et depuis une semaine, personne pour vous dépanner. J'ai repensé au petit Jimmy. Comme à chaque fois qu'il faisait un bon mois à l'école, son père l'emmenait voir un match de basket. Ce soir-là, au stadium de Billings, la plus grande ville du comté, le match de l'année. Les Grizzlies contre les Lakers. Ça promettait d'être chaud. Au retour, le père et le fils s'étaient retrouvés bloqués en pleine nuit par des chutes de neige, aussi importantes qu'imprévisibles. La route complètement enneigée, ils avaient dû passer la nuit dans leur voiture. La neige avait continué à tomber, le chauffage a tourné et le pot d'échappement s'était obstrué. Au petit matin, on les avait retrouvés, le père dans le coma et le petit Jimmy mort, asphyxié. Pour lui, fini le basket, les sorties avec les copains et ses futurs rendez-vous avec ses petits amis. Jamais il ne connaîtrait le goût du premier baiser, le cœur qui bat à s'en évanouir et la question lancinante que l'on se pose juste avant. Dans quel sens dois-je tourner la langue? En ce moment, le petit Jimmy reposait à la morgue de Neverhope, raide et froid. Son père toujours dans les limbes du coma, et la mère comme figée, anéantie. Le vieux Stephen avait eu le temps de se servir du chasse-neige. Enfin en partie, juste sur la route principale qui entourait la ville. On l'avait découvert, mort lui aussi, le lendemain, mais pas de froid, non, juste vidé de son sang. Livide, tout raide, figé au volant de son engin. C'est comme ça qu'on l'avait retrouvé, le chef Samuel et moi. Et ça, rien ne pouvait l'expliquer. Sauf peut-être ces petites morsures noires à la base du cou. Peut-être. Et la chair qui pourrissait autour malgré le froid ambiant. Depuis sa mort, personne n'avait pu se servir du chasse-neige. Le mastodonte jaune et son étrave de déneigement en acier brillant patientaient, inerte, au croisement de la route principale et de la forêt, la Deadwood. Inerte et inutile le chasse-neige. Seul le vieux Stéphane savait s'en servir. J'ai regardé la montre encastrée dans le tableau de bord. 17 heures, et la nuit qui s'annonçait. Gelé avec des bourrasques qui hurlaient dans les rues de Neverhope depuis plusieurs jours. Les hurlements d'un loup furieux et affamé. Les enfants se nichaient entre les jambes de leur mère. Les femmes regardaient les hommes dans l'attente d'une solution, et les hommes se tordaient les bras, impuissants. Il fallait attendre et supporter une nouvelle nuit sans chauffage, ni eau chaude, juste un repas chaud grâce aux cheminées à l'âtre surchauffées. Les lumières clignotaient, sinistres. On pouvait les voir au loin dans ce moment du jour, ce moment particulier où les ombres et les lumières se fondent, où l'on distingue moins bien les choses. Un moment de temps suspendu que les vues d'ici appellent, entre chiens et loups. J'ai pris le micro sous le tableau de bord, la voix de Samuel, le chef Samuel toujours en train de se plaindre, du temps, de la politique, de sa femme et de ses enfants. Oui, les enfants. Je me suis arrêté en glissant au milieu de la route. Je n'avais vu personne depuis des heures, pas de danger. Le chef Samuel, enfin quelqu'un à qui parler. Pour une fois, j'étais presque content d'entendre ses éternels reproches. Sur le pare-brise, un vent cinglant faisait grésiller la neige. Un froid de loup retenait tous les habitants du comté chez eux, et les routes obstinément désertes. Je n'avais qu'une seule envie, rentrer chez moi. Même si rentrer chez moi, en ce moment, c'était me retrouver seul, avec mes 4 murs glacés, éclairés aux bougies, sans électricité et face à mes souvenirs. Certains soirs, il m'arrachait des pleurs, à n'en plus finir. Jack, Cassidy, Maureen. Où êtes-vous passés? Ouais, j'écoute. C'est moi. Qui, moi? Moi, Tom. Qui veux-tu que ce soit? Ouais, t'as raison. Question stupide. Il n'y a que 2 idiots comme toi et moi pour être sur la route, par un temps pareil. Ouais, je sais.
Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, enfin pas grand-chose. Il y a des lumières au loin. Ça clignote. Je vais aller voir. Tom, fais attention, on ne prend pas de risques. T'es toujours en train de prendre des risques. Tu veux pas m'attendre? Ouais, et si c'est un accident, avec toute cette neige? Tu te souviens ce qui est arrivé au petit Jimmy, hein? Non, faut que j'aille voir. Bon, fais gaffe. Toi et ta manie de jamais m'écouter. C'est où? Je suis à l'embranchement, juste avant la forêt, à côté de Black Lake. Ok, j'arrive, je suis juste à côté. Et attends-moi, nom de Dieu! Oui, papa. Oui, papa. Et j'ai raccroché. Je souriais, pauvre sourire. Quand j'ai remis la voiture en marche, papa, c'est le surnom qu'on donnait tous au chef Samuel. Un vieil emmerdeur, trapu comme un ours, court sur pattes, et bourru, c'est rien de le dire. Il me disait souvent qu'avec sa femme, la douce et ferme Maddy, il s'engueulait régulièrement. Période de conflit où chacun crampait sur ses positions, puis l'un des deux, souvent elle d'ailleurs, faisait le premier pas, et de nouveau il se rabibochait. C'était reparti pour quelques mois de bien-être, de complicité. Leur vie se déroulait ainsi, cas un cas, jusqu'à la fin, assurément. Ouais, un brave type le chef. Chef de la police locale depuis des années, toujours prêt à aider les autres, à s'inquiéter de ce qui ne va pas. Samuel, le papa que l'on aimerait tous avoir. J'ai eu une pensée pour Jack, Cassidy et Maureen. Mes paupières ont commencé à vibrer. Un signal que je ne connaissais que trop bien depuis quelques jours. Il précédait la crise de larmes. Vite fait, je me suis occupé l'esprit. Bon, les lumières, par là. Tout en me dirigeant vers elles, j'ai repensé à ce qui s'était passé ces derniers jours, dans notre bonne ville de Never Hope. D'habitude si calme, et là, tout s'est mort. Ça avait commencé avec la neige et la disparition de Maureen, et des enfants. Un mètre de neige tombé en 48 heures, qui aurait pu prévoir. Et un de ces blizzards avec ça, des pointes à 130 km/h, une tempête historique. Le reste avait suivi. Coupure d'électricité, route impraticable, transport aérien suspendu. Il y a un petit aérodrome, à 30 km à peine de notre bonne ville. Les familles d'ici, toutes issues de ce bon vieux Montana, avaient beau être composées de fervents pratiquants, le bon Dieu ou qui que ce soit d'autre nous avait apparemment bien laissé tomber. Tout de suite, les produits de première nécessité avaient commencé à manquer. Plus de pain, plus de lait. Les stocks avaient vite fondu. Les habitants, par peur du manque, s'étaient rués dans les rares boutiques encore ouvertes. Elles avaient toutes fermé les unes après les autres. Cette fichue électricité, toujours en panne. Et les frigos s'étaient arrêtés à leur tour. Et Maureen, ma femme, la mère de mes enfants qui commençait à s'impatienter, à s'inquiéter. Et si on n'a plus à manger? Et les enfants? On peut pas les abandonner? Comment on va faire? J'avais beau lui dire que tout irait bien, que dès que possible, Samuel et moi irons chercher des secours, que la cave était encore pleine. Elle ne m'écoutait pas, serrée sous une couverture, blottie avec les enfants sur le canapé du salon, face à la cheminée. Nous en avions souvent parlé de ces pays, jusqu'à 1 heure avancée de la nuit tellement ces sujets nous tenaient à cœur, surtout Maureen. Oui, jusqu'où irais-tu pour sauver tes enfants, nos enfants, hein? Jusqu'à tuer pour les sauver, hein? Oui, moi je pourrais tuer pour eux, et toi? Toi? Voilà ce qui l'a tourmenté quand nous parlions de tous ces pays criant famine, ces pays où même le soleil et la chaleur perpétuelle ne pouvaient cacher et atténuer la misère, l'impuissance des parents à nourrir leur progéniture. Pas de quoi manger, les enfants au ventre distordu, crevant de faim, nus dans la poussière. Serait-ce cela notre futur commun, des hordes de gens affamés jetés sur les routes, assaillant les grandes villes pour trouver de quoi manger, juste de quoi se nourrir, et les riches, les prospères protégés par des armées d'hommes au manteau long, bardés d'armes et le regard froid. Oui, ça, notre futur? Me demandait Maureen les larmes aux yeux, quand on voyait ces images sur CNN. Nous quatre, confortablement installés devant la télévision, moi une bière à la main, la cheminée tirant à bloc. Je n'avais pas de réponse, alors je me taisais. Fallait-il avoir honte de bien vivre? Et quand ma femme me fixait, les yeux larmoyants, je voyais aussi à quoi elle pensait, à ce qui l'effrayait au-delà de tout. Sa mère l'ayant délaissée à l'âge de 2 ans, l'abandon sous toutes ses formes la terrorisait. Je cherchais à la rassurer,
À tort, je croyais y être parvenu. De nouveau, je me suis arrêté, les larmes aux yeux, en évoquant Maureen et mes enfants. J'ai éteint le moteur de la voiture, une imposante Victoria Crown. Depuis la disparition de Maureen et des enfants, je n'arrêtais pas de penser à eux. Et à Maureen, surtout à Maureen, à ma plus grande honte. Quand elle se peignait le matin dans notre chambre, face à la coiffeuse, cette façon qu'elle avait de pencher la tête de côté, ou la brosse tirait ses cheveux bouclés, son regard dans le miroir posé sur moi, l'air de dire « Je suis heureuse quand tu me regardes ». Et ces nuits où nous faisions l'amour, moi niché dans son dos, nos désirs enfin assouvis, le bas de nos ventres encore humides, le vent soufflait dehors. Et j'aimais ces instants-là. Non, c'était plus que cela. J'en avais besoin, un besoin vital de ces moments où j'avais la sensation enivrante que nous étions que deux au monde. Qu'elle était à moi, rien qu'à moi. Maureen, est-ce que je l'aimais plus que nos enfants? Jack et Cassidy, mon fils et ma fille. J'aurais tout donné pour eux, ma vie sans problème. Mais il y avait leur mère, son besoin constant d'être rassurée, cette folie que je sentais de plus en plus présente avec le temps, un requin noir sous la surface de son visage à la beauté fragile. Je me posais souvent cette question, effrayé à l'idée de découvrir une vérité si dérangeante. Qui avait le plus besoin de moi, elle ou eux, mes deux bambins? Et moi, de qui avais-je le plus besoin? Je ne voulais pas savoir. J'avais l'impression de si bien connaître Maureen, et pourtant, elle m'obsédait. Son côté obscur m'obsédait. Qui était-elle vraiment? La neige m'a encerclé en silence, une armée de flocons ouatés, invisibles dans la nuit. Ils recouvraient tout, silencieux, omniprésents, mortels sous leur apparence légère et trompeuse. Un léger sourire aux lèvres, ailleurs. Je nous revoyais, ma femme et moi, marchant dans la forêt, la Deadwood, si accueillante l'été. Souvent nous nous arrêtions dans une tache de lumière, et allongés sur l'herbe, le regard au loin perdu dans la lumière incroyable du Montana, le bleu du ciel rythmé par le balancement des branches au-dessus de nous, nous étions bien. Oui, juste bien. Et c'était tout. J'ai démarré le moteur à nouveau, le froid gagnait déjà l'intérieur de la voiture. Tout de suite la clim est venue réchauffer l'habitacle. Voilà, c'était simple. Rien qu'un bouton à presser, et tous vos problèmes étaient résolus. C'était devenu ça, le monde occidental. Un monde où la technologie représentait la solution à tous nos problèmes. Sauf pour ceux et celles qui s'étaient perdus en forêt par une nuit d'hiver, la nature avait repris ses droits et renvoyé l'homme, l'être humain, à sa condition fragile de mortel. J'ai sorti une barre de Red, au chocolat et noisettes. Je l'ai fourrée dans ma bouche. Le froid, la solitude, la détresse. Je me goinfrais de chocolat, je n'arrêtais pas. Bon. Avant de redémarrer, toujours perdu dans mes souvenirs avec Maureen, je me suis souvenu du soir où ma femme avait envoyé le vieil Arnie à l'hôpital. Ce vieil original d'Arnie, vivant seul depuis la mort de sa femme. Il avait eu le tort de faire rentrer nos enfants chez lui, le soir d'Halloween, afin de leur donner des petits sacs de bonbons que chaque habitant préparait pour les enfants. L'ayant vu depuis chez nous, Arnie était notre voisin. Maureen avait couru jusqu'à chez lui, tambouriné à la porte jusqu'à ce qu'il ouvre. Elle l'avait giflé si fort, une bonne droite, oui. Le vieux était tombé à la renverse. Fracture de la clavicule, le vieil Arnie n'avait pas porté plainte, Dieu merci. Ma fonction de policier ainsi que l'aide du bon Samuel, tout ça avait joué. Voilà qui était Maureen. Une louve, prête à tout pour sauver ses enfants, même à tort, même à l'excès. Maureen n'était pas du Montana. Elle avait eu du mal au début à se faire admettre par les gens d'ici. Ce côté friendly et superficiel l'agaçait au plus haut point. Elle qui venait de l'Irlande, un pays où l'hospitalité n'était pas un vain mot. Presque une institution. Elle le disait souvent d'ailleurs. Je suis condamné à être qu'une expat. Forever. L'Irlande avec ses brumes magiques. Tout son folklore, de mythes et de croyances. Quand elle en parlait de son Irlande, ses druides, ses bardes, la vie de la déesse éteint, ayant bercé ses rêves d'enfant.
Ses yeux prenaient alors une expression étrange, envahie d'un brouillard venu d'ailleurs. Qui connaissait vraiment Maureen? Nos voisins? Ces étrangers? Moi, son propre mari, de plus en plus désemparé par ses excès de violence? Ces zones d'ombre me fascinaient et m'inquiétaient tout en même temps. 3 jours après le début de la tempête de neige, malgré l'interdiction de rouler en voiture, Maureen était partie avec les enfants. Depuis, je ne les avais jamais revus. Eux, disparus. J'avais l'impression permanente d'étouffer, le cœur serré dans un étau. Notre famille me manquait cruellement. Maureen et nos enfants, une petite famille bien du Montana, habitant en Everhope depuis des années. Les habitations dans le nord étaient bien moins chères qu'en Californie. Le rêve de Maureen. Oui, tous les 3 me manquaient plus que tout. Et qu'est-ce que je pouvais bien faire? Partir à leur recherche et me perdre, moi aussi, dans cette neige qui paralysait tout. Plusieurs fois, j'étais venu me poster face à la forêt, la Deadwood, sombre et imposante. Une incongruité dans cet océan de plaine. Les premiers arbres s'élevaient au bord des quartiers nord, comme une barrière infranchissable. Face à moi, la Deadwood semblait me défier de venir récupérer ma propre famille. J'ai soupiré un bon coup. J'étais flic. Mon boulot, je devais le faire, et correctement. La dernière trace d'eux, un garde forestier avait vu la voiture de Maureen, une Honda Civic, s'enfoncer dans la forêt avec ma femme au volant, patinant sur la neige, nos 2 enfants sur la banquette arrière. Quand ils avaient vu le garde forestier, les 2 petits s'étaient accoudés sur la plage arrière, puis l'avaient regardé. Un regard que je n'oublierai jamais, m'avait dit le garde forestier. Dans ses yeux, on pouvait encore voir toute cette peur. Qu'avait-il vu? Il n'avait rien voulu me dire de plus. Depuis, on n'avait pas revu les Johnson. Jamais ils n'étaient rentrés chez eux. C'est-à-dire chez nous. C'est-à-dire chez moi. 2 jours plus tard, on avait découvert un couple de randonneurs, morts, apparemment surpris par la soudaineté des bourrasques. Ils n'avaient pas eu le temps de se mettre à l'abri. On les avait retrouvés, allongés sur le côté d'un sentier, en plein cœur de la forêt, à moitié recouvert de neige. Nombreux l'hiver dans la forêt, les animaux sauvages avaient senti le couple enterré sous la neige. Ils avaient gratté le sol et remonté ainsi les corps à la surface. Puis s'étaient servis. L'homme et la femme, en grande partie dévorés, seuls les visages partiellement intacts semblaient prendre le ciel à témoin de leur infortune. Les yeux vides, tournés vers un ciel blanc et sans vie. 2 autres agressions avaient suivi. D'abord un vagabond, nommé Edgar. Tout le monde le connaissait ici, pauvre bougre, vivant l'été dans les bois, à la saison froide dans le centre-ville, le Plaza Cartier. Enseveli en permanence sous un tas de cartons et de couvertures, il refusait énergiquement qu'on puisse l'héberger dans le gymnase de la ville, ou vers la nuit quand il faisait trop froid. Le garde forestier l'avait découvert, suspendu à une branche d'arbre, le cou mutilé par d'affreuses morsures. La chair putréfiée se teintait d'un violet sombre autour de nombreuses marques noires, des morsures sans aucun doute. Puis enfin 2 adolescentes, 2 amies, Violette et Jenny, apparemment désireuses de découvrir la forêt sous un épais manteau neigeux. On les avait très vite retrouvées, elles n'étaient pas encore trop marquées. Les 2 jeunes filles devaient s'être perdues, la neige recouvrait tout, les chemins comme les panneaux directionnels. Sans repère, elles s'étaient épuisées à crapahuter, à escalader les congères, s'enfonçant un peu plus à chaque pas dans la neige épaisse. La nuit glacée avait fait le reste. On les avait localisées à quelques centaines de mètres des premières habitations, plantées dans la neige jusqu'à la taille, raides, 2 épouvantails surmontés de cheveux blonds glacés. Pas de traces de lutte sur leur corps. Elles reposaient pour l'éternité, calmes dans leur écrin de glace. À la base de leur cou, des trous comme des morsures. Autour, la chair avait commencé à pourrir malgré le froid ambiant. Des animaux? Des humains? Un dingue qui se prenait pour Angel, l'amoureux transi de Buffy. Je me suis secoué. L'éclat des lumières devenait plus fort, là, juste derrière le virage. Le flash des warnings éclairait sporadiquement la voûte des arbres. Sombre et lancé comme une cathédrale gothique aux nervures végétales,
Juste comme je m'engouffrais sous les arbres, une obscurité profonde m'est soudainement tombée dessus. Instinctivement, je me suis arrêté, face à l'obscurité de la forêt. Une dernière image de Maureen est venue ramper dans ma mémoire. Il y avait ces nuits où il m'arrivait de rêver en sursaut et Maureen était penchée sur moi, un petit sourire aux lèvres. Qui était-elle quand elle me regardait ainsi, ses grands yeux sombres me dévisageant en silence? Je sentais une de ses mains serrée sur mon corps. Pas trop fort, non. Elle ne me serrait pas trop fort, mais juste assez pour que je sente combien je lui appartenais, même pendant mon sommeil. Cette main-là avait quelque chose de dérangeant, d'exigeant, de primaire dans sa possession excessive. Un sourire lui relevant délicatement le coin de la bouche, ses yeux me fixaient. Il me transperçait, me fouillait, comme s'il y avait quelque chose en moi qu'elle cherchait à découvrir. Loin de me plaire, son attitude me mettait, oui, je dois l'avouer, mal à l'aise. Qui était-elle vraiment? Je me suis secoué, j'ai pris mon colt dans une main. Je ne voulais pas prendre de risques. On ne sait jamais. De l'autre, j'ai ouvert la portière. Rien. Juste une voiture stoppée devant moi sur le bord du chemin. Une Honda Civic apparemment. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Le silence ouaté étouffait tout, en douceur. Les bruits de la nature, mais pas dans la neige, comme je m'approche de la Honda. Les cris des deux jeunes filles en train de se faire saigner, leur sang écarlate éclaboussant la neige au rythme décroissant de leurs pulsions cardiaques. Je me suis approché. Les dernières lueurs du couchant accrochaient des reflets sanglants au sommet des arbres. Les feux clignotants imprimaient leurs flashs orangés sur ma rétine, et c'est pour ça que je ne les ai pas vus tout de suite. Assis sur un amas de neige, à côté de la voiture, mes deux enfants. « Papa !» Cette voix. « Papa, c'est nous !» Une seconde voix est venue me mêler. À la première. J'ai cru que j'allais me trouver mal. Je me suis tourné vers l'endroit d'où elle venait, et ils étaient là, Jack et Cassidy. Assis sur une congère, ils me tendaient les bras, me souriaient. « Papa !» Je me suis précipité vers eux. « Mes amours, mes enfants, Jack, Cassidy !» Je les ai serrés tout contre moi, leurs petites mains glacées me serraient le cou, leur haleine de givre soufflait leurs mots d'amour tout contre ma peau. « Papa !» « Qu'est-ce qui s'est passé les enfants? Où est votre mère ?» Je me suis accroupi, et quand ils m'ont regardé de près, c'est là où j'ai commencé à comprendre. Leurs yeux, ils me fixaient, la pupille si dilatée que le noir avait envahi tout le bleu de l'œil. Leur peau blanche au reflet bleu, c'était de la glace luisant dans la nuit posée sur nous en douceur comme un suaire de velours. « Papa !» murmurait sans fin Cassidy. « Papa !» lui répondait Jack en écho. « Votre mère, elle est où les enfants ?» Ma Cassidy a tendu son pouce, comme elle le faisait toujours quand elle désignait quelque chose, ou quelqu'un. Son petit pouce potelé a désigné un point. Direction la forêt, là. Juste derrière moi. Je me suis relevé brusquement quand j'ai entendu une voix toute proche. « Tom, mon chéri, je suis là. »« Maureen ?» Sa voix d'habitude si claire, si enjouée, là. On aurait dit une voix confuse qui grillonne. Une voix encombrée de gravier dans la gorge. Je me suis retourné. Maureen, l'amour de ma vie, la mère de mes enfants, elle se tenait là, face à moi. Et là aussi j'ai compris. Face à ce visage, tant aimé, livide, comme illuminé de l'intérieur, la peau comme de la craie, ses lèvres noires, puis ses dents. Quand elle m'a souri, j'ai cru que j'allais hurler. Maureen s'est tournée vers les enfants. « Allez les petits, venez dire bonjour à votre père, allez !» Mon fils et ma fille se sont levés. Quand ils ont marché, leurs pas ne laissaient pas d'empreinte sur la neige. « Papa, un bisou. Oui, un bisou, papa. » Ça, c'était Jack, mon fils. Toujours le premier à se faire papouiller. Le premier que j'ai serré dans mes bras. Il venait vers moi, les lèvres retroussées sur ses petites canines pointues plantées dans ses lèvres inférieures. Derrière lui, Cassidy, ma fille. Elle me tendait les bras en murmurant « Papa !» Ma fille, que j'avais portée dès sa naissance dans la douce chaleur d'un hôpital, couvrant ma veste de vernis, cette crème qui protège la peau des nouveau-nés.
Papa, bisous. De sa bouche coulait un mince filet argenté. Des jours que je ne les avais pas vus, des jours à me torturer, à me demander. Et il venait enfin vers moi, me demander la plus douce des choses. Papa, des bisous. Je me suis accroupi, une soudaine et étrange langueur dans le cœur. Je n'ai pas pu résister, je leur ai ouvert les bras. Mon fils s'est jeté sur moi, des baisers glacés sur mes joues, sur mon menton, dans mon cou, et ma fille m'a pris une main. Elle l'a embrassé, ses petites lèvres gelées picotant ma peau. Leur mère est venue nous rejoindre, son sourire livide s'est penché sur moi, et tous les trois m'ont recouvert. Des phares, le claquement d'une portière et la voix du bon Samuel qui hurle. Des coups de feu ont retenti, détonnant dans cet espace muet et blanc. J'ai vu mes enfants adorer, onduler, reculer en crachant comme des félins, puis disparaître avec leur mère dans les sous-bois. Son colt à la main, le chef Samuel s'est penché sur moi. « Tom, ça va ?»« Oui, ça va. Viens, on se tire tout de suite. C'est trop risqué de les poursuivre maintenant. Allez, viens. » Il m'a tendu une main. Je l'ai saisie. Je me suis relevé. Je l'ai suivi. Juste comme j'allais monter dans sa voiture, je me suis tourné vers la lisière de la forêt. Dans l'obscurité, sous les arbres, j'ai vu des points lumineux me fixer. Oui, 6 points lumineux tendus vers moi, à l'intensité envoûtante. De temps en temps, un clignotement les cachait à ma vue. Puis ils revenaient se poser sur moi, juste comme ça, posés, braqués, rivés, comme s'ils me demandaient de les rejoindre sous les arbres, dans le noir ambiant. « Allez, viens avec nous. Ça va être si bon, une famille recomposée. » J'ai voulu les rejoindre. La main du vieux chef est venue se poser sur mon épaule. « Tom, tu ne peux rien faire pour eux. Pas maintenant. Demain on reviendra chercher ta voiture, et on s'occupera d'eux. Comme il faut, on s'occupera d'eux. Je te le jure. On les laissera pas comme ça. Mais demain, ce soir il est trop tard. » Comme d'habitude, le chef Samuel, papa, avait raison. Alors je l'ai suivi. Une dernière fois, juste comme nous partions rejoindre la route principale, j'ai tourné la tête en direction de la lisière. Les points lumineux me fixaient toujours, intenses, avec ce qui m'a semblé être une lueur de regret. À leur position dans l'espace, aux hauteurs différentes, j'ai su où était Jack, où était Cassidy, et où se tenait Maureen. À côté de nos enfants, tout près d'eux, comme d'habitude. Et le chef a accéléré, ils ont disparu. Nous roulions maintenant vers le commissariat. « C'est comme ça qu'ils arrêtaient les gens, » m'explique Samuel. « En simulant une panne, ou en demandant de l'aide, leur chemin. Qui aurait pu se méfier d'une mère et ses enfants ?» me dit-il en haussant les épaules. Je regarde le chef me parler tout en fixant la route. Il fait chaud dans la voiture. Samuel me parle comme pour me distraire, me faire penser à autre chose. C'est à peine si je l'écoute. Ma main droite me gratte, je pense à Maureen, aux enfants, seul et perdu dans la forêt en train de guetter une proie, un promeneur, un garde forestier. J'ai envie de hurler. Mais je ne dis rien, immobile, muré dans la douleur. J'ai besoin d'un contact, d'une présence. Et toujours cette main droite qui me gratte. Je me tourne vers le chef, notre père à tous. Sa présence massive me réconforte un peu. Il me parle toujours. Je ne comprends rien à ce qu'il dit. Je fixe une grosse veine bleue qui palpite au-dessus du col de sa chemise. Ma main droite, ça me démange. Je baisse le visage. Une petite morsure juste à l'intersection du pouce et de l'index. Là où Cassidy m'a embrassé un peu trop fort. Une petite blessure rouge en forme de cœur. Soudain, un besoin vital, une envie de chaleur, quelque chose de bien chaud, de vivant. Comme une envie de mordre, une envie de sang. Je pose une main sur l'épaule de Samuel et je me penche vers son cou. Il me regarde, surpris, puis horrifié. Trop tard, je le mords sauvagement, juste en plein sur cette grosse veine bleue qui pulse dans la nuit, si tentante. Si vivante. Papa, comme on le surnomme.
Ok, voici la fin de ce thriller palpitant. Pensez à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et pensez à me mettre un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un chaleureux et agréable moment. Je vous dis à très bientôt. Ciao.